Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à ce 7e épisode de la deuxième saison du Tarot Tribute. Ce soir, je reçois Gérardo du Tarot de Psyché. Donc, bonsoir Gérardo. Bonsoir Lia, Bienvenue. merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de nous consacrer ce temps. Alors, pour entrer un petit peu comme ça dans la discussion en quelques mots, dont les gens qui sont présents ce soir te connaissent tous, je pense, mais je vais quand même te présenter très rapidement. Tu n'hésites pas à me corriger hein, si tu veux ou à me reprendre. Mm. Donc Gérardo, nous nous sommes rencontrés nous, sur les réseaux, sur Instagram, où tu possèdes le compte Le Tarot de Psyché. Le tarot de psyché, ça va être le nom vraiment qui est associé à ton activité à la fois de tarologue, mais aussi d'enseignant de tarot, professeur de tarot. Je dirais même de penseur peut-être aussi du tarot, parce que tu réalises aussi quand même un travail de rédaction, de réflexion, en dehors des cours aussi, enfin de la transmission dans les cours. Donc, que ça soit sur le compte Instagram où là, tu vas proposer des posts plutôt courts hein, en parlant du tarot, sur des questions en lien avec le tarot, ou sur ton site internet où là aussi, parfois, tu proposes des masterclass qui sont accessibles, où tu as toute Mm. une série aussi d'articles de blog, donc un peu plus approfondis sur des sujets en lien avec le tarot. Euh, donc dans les grandes lignes, voilà ce que tu fais aussi depuis un petit moment sur ton compte Instagram, c'est de partager, on va dire, j'appellerais ça des perles de sagesse. Je ne sais pas si le mot te convient, mais tu crées des petites animes, des petits dessins animés, hein, Mm. voilà, tu illustres les différents arcanes majeurs du tarot de Marseille que tu mets en mouvement avec à chaque fois un message, voilà, un message, une invitation à réfléchir ou un message de sagesse. Donc moi, j'adore ce travail, je le trouve vraiment trop touchant, il me plaît beaucoup. Donc tu as Merci. aussi une dimension créative quand même dans ton travail. Au-delà du fait que tu appartiens aussi à un collectif, donc tu travailles seul, mais aussi avec d'autres. Et là, je crois que dans le cadre du collectif, c'est plutôt une proposition autour d'ateliers, c'est ça, autour Mhm. du tarot, voilà. Des pratiques d'atelier. Donc voilà dans les grandes lignes pour l'introduction. Et je dirais aussi que moi, ce qui m'a attirée vers toi et ce pourquoi j'avais envie de faire aussi cette interview ce soir, c'était notamment vis-à-vis de ce que je percevais de ton approche. Je parle là de ma perception et c'est aussi pour ça qu'on a cette conversation, c'est pour que tu puisses parler de la tienne en réalité. Mais j'aurais tendance à dire que comme ça, au premier abord, il me semble que tu t'inscris quand même dans une considération du tarot, un peu du tarot en tant que voie de connaissance. Donc, on est vraiment là sur la voie du tarot initiatique et aussi une approche qui va beaucoup plus tendre vers le psychologique peut-être que vers le divinatoire, par exemple. Mhm. Voilà. Oui, Est-ce que tu es d'accord avec ça? tout à fait, oui. Ok. Alors, c'était difficile du coup de décider sur quel thème on allait, de quelle manière on allait rentrer dans la conversation, puisqu'il y a beaucoup de choses là déjà. Mais ce soir, on a décidé ensemble de parler plutôt justement de cette partie psyché Mhm. et psychologie des profondeurs, peut-être à plus large échelle, ou l'inverse, peut-être psychologie des profondeurs et psyché à Oui, plus large échelle. Je pense que c'est plutôt oui, dans ce sens. oui. Mais avant de rentrer dans notre thème, je voudrais bien te proposer de commencer par le commencement, c'est-à-dire peut-être nous raconter comment tout ça débute, quand le tarot entre dans ta vie, de quelle manière, voilà, quelles sont tes étapes. Mhm. Bah alors, c'est intéressant parce que bah, le tarot rentre dans ma vie à travers d'un rêve et où un vieil homme sage, on va dire, me fait un tirage du tarot. Et pour contexte, moi je suis d'origine mexicaine et à l'époque j'habitais au Mexique. Et au Mexique, il y a quand même, il y a dans l'esprit collectif du pays, je pense, un peu encore une pensée magique. Et
Et, mais bon, à ce moment-là, je m'intéressais pas forcément au tarot. C'était pas quelque chose qui m'attirait forcément. Mais dans les rêves, donc, j'ai reçu une lecture de tarot qui n'était pas une lecture divinatoire, mais qui me montrait un peu comme une possibilité d'évolution et qui me parlait beaucoup à cette époque-là. Et, euh, et en faisant des recherches, parce que c'était un rêve qui m'a marqué, qui m'a interpellé, je suis tombé sur La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce qui était des parties qui étaient écrites dans les livres résonnaient fortement avec ce que j'ai reçu dans mon rêve. Et il y avait même les significations des cartes qui étaient presque exactement les mêmes. Donc, pour moi, c'était une sorte de choc d'éveil de conscience euh, qui m'a interpellé et qui m'a euh, fait commencer ce travail sur moi-même, sur les rêves, sur l'inconscient et à rencontrer le tarot. Voilà. Incroyable. Il est venu te chercher dans ton rêve, Il est venu me par la voie chercher. des rêves. Ouais. C'était un appel. Et donc là, depuis ce moment-là, cet aspect psychologique, psychique est déjà là, très, est déjà présent. C'était un peu la porte d'entrée, on va dire. Oui, mais là, dans ce que tu dis, il y a aussi dès le départ vraiment la dimension magique presque. Enfin, Et- le fait que il y a quelque chose qui nous est transmis par la voie du rêve, quelque chose de oui, l'invisible qui nous est transmis par la voie du rêve. complètement, oui, complètement. Et donc ça m'a amené à questionner beaucoup, mais bah, ma perception qu'à l'époque était plutôt rationaliste, on va dire, même si, comme je disais tout à l'heure, au Mexique, il y a quand même cette petite pensée magique qui est dans l'inconscient mexicain, on va dire. J'ai grandi quand même dans une ville très business, on va dire, et très industrielle, où bah, j'ai reçu une éducation, on va dire, scientifique. Je suis aussi ingénieur. Donc, euh, je pense que j'avais à peu près 20 ans quand je fais ces rêves. Mais c'est un rêve qui m'a, justement, dans une époque où j'étais en train de traverser, on va dire, des grands questionnements philosophiques, ces rêves m'ont ouvert une porte vis-à-vis de quelque chose que je n'avais pas. Et, euh, on va dire, oui, il m'a fait poser des questions importantes, je veux dire. Voilà. Et à partir du moment où donc tu plonges dans cet ouvrage, tu trouves potentiellement des réponses aussi aux significations des cartes dans cet ouvrage qui est la voie du tarot. Après, comment ça se passe? Est-ce que du coup, c'est tout de suite quelque chose, le tarot, qui entre dans ta vie ou est-ce que ça reste de côté, ça réapparaît? Alors, après, ce qui se passe, c'est que je commence à expérimenter. J'achète un jeu de cartes espagnoles, pas encore un tarot, donc on va dire juste les arcanes mineurs du tarot, du tarot. Et je commence à faire des expériments avec ça et avec la voix du tarot. Donc, au tout début, c'est juste des expériments de pensée, des expériments de recherche intérieure à travers les cartes, à travers des poèmes que j'écrivais à l'époque ou des pensées que j'écrivais à l'époque. Et peu à peu, ça s'est transformé en... euh, j'ai commencé à partager ça avec mes amis. Et donc, et, et à l'époque aussi, j'aimais beaucoup... je faisais des courts-métrages et à un moment donné... j'ai eu l'idée, un peu inspirée par ce que Jodorowsky faisait, de introduire le tarot dans un court-métrage, de faire une sorte de court-métrage psychomagique, on va dire. Mhm. Et, et, et peu à peu, bah, je commence
apprendre, on va dire, ce langage symbolique et l'intégrer jusqu'à que la vie m'amène en France en 2015 et où j'ai eu l'opportunité aussi de rencontrer Jodorowsky et dans les cafés où il lisait le tarot tous les mercredis. Et puis de rencontrer Marianne Costa qui est devenue vraiment, on va dire, mon maître de tarot, qui m'a enseigné et une voix encore plus profonde que je veux dire, qui va au-delà du simple psychologique et va être plutôt dans une lignée psychospirituelle, je veux dire. Ben Mm. là, ne serait-ce qu'à travers le mot maître, on sent bien qu'il y a quelque chose aussi du spirituel qui est abordé dans l'approche du tarot et même dans l'approche de ce lien potentiellement entre cette personne qui te transmet. Oui, Donc il y a cette partie, cette première partie de l'itinéraire qui est plutôt solitaire, on va dire expérimentale. Et puis oui. arrive le temps de la rencontre en France, où là, tu vas vraiment être accompagné aussi dans cet apprentissage Mhm. et, et aussi peut-être dans d'autres couches du coup de perception de ce qu'est l'objet tarot, c'est ça? Oui, oui. Et, euh, et, euh, et ce qui se passe, c'est aussi que bah, à cette époque-là, on va dire, c'est quelque chose que je continue à faire, bien sûr, mais je commence une sorte de quête intérieure, quête des connaissances de moi-même, accompagnée par le tarot. Donc, je commence à poser beaucoup de questions au tarot. Je commence à essayer de construire aussi, de voir ce qui est à l'intérieur de moi-même, et développer les potentialités que je sens, que j'ai envie de développer, et aidé par le tarot. Et, euh, et plus tard aussi, tout un travail avec les rêves et le tarot, on va dire. Donc, tu l'utilises aussi à partir de ce moment-là vraiment comme un outil introspectif qui aide à l'introspection et à la connaissance de soi. Et là, du coup, Complètement. on rentre dans le champ vraiment dans le champ de ce qu'on appelle aussi l'initiatique, me semble-t-il, dans le sens où on va vers la connaissance de soi et vers des étapes de transformation en lien avec. Mhm. Alors, Oui. mhm. Et c'est intéressant le terme initiatique. Ça pourrait être intéressant à parler de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, hein. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'initiation vis-à-vis euh, des possibilités qu'on a en tant qu'être humain, peut-être. Et que quelque part, ce qui est initiatique dans le tarot, c'est euh, la capacité de générer des chocs de conscience, on va dire. Parce que souvent, dans notre vie quotidienne, on a tendance à répéter les mêmes schémas, on a tendance à vivre dans le passé, on va dire, et, euh, et à projeter ce passé dans notre présent. Et ce qui peut se passer avec le tarot, c'est que à travers une lecture, on va avoir des moments d'instant présent, des moments de créativité et dans les vrais sens du mot créatif, c'est quelque chose qui se répète pas, Mhm. quelque chose qui est nouveau, comme chaque instant. Né. Oui. Et donc, à travers le tarot, on peut avoir ces genres de moments et ce genre de prise de conscience qui nous aide à faire un zoom out, à prendre un peu de recul de ce qu'on est en train de répéter pour euh, faire différemment, pour faire créativement. Mhm. Et je le vois aussi souvent comme une musique. Et moi aussi, je suis aussi musicien et j'aime bien voir ces genres de langage symbolique comme le tarot, comme de musique et expliquer un peu les mécanismes aussi comme quelque chose de musical dans le sens où euh, lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on est
lorsqu'on est répété dans un schéma, lorsqu'on répète un schéma, et c'est comme un morceau de musique qui se répète et que et à chaque fois après un do, on va avoir tendance à aller vers le sol, et après le sol vers le ré, mais c'est comme ça qu'on a appris. Donc on est en rond, on marche en rond et autour de ces mêmes trois accords. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais peut-être on peut aussi jouer un la après les do et, et ça marche aussi. Et, et donc souvent, je vois aussi comme ça le tarot. Et il nous invite à utiliser toutes nos possibilités, à prendre conscience de nos possibilités et que souvent, on a tendance à projeter notre passé, comme je disais, mais à limiter notre possibilité à la fois par manque de vision, mais aussi par simple inertie. Donc là, dans le lien que tu fais, c'est intéressant à ce que tu dis sur la musique, parce qu'effectivement, moi, je suis convaincue aussi qu'il y a tout un vocabulaire musical dans le tarot, avec des rythmes, du tempo, enfin, tout un tas de trucs comme ça, qui, je pense, quand on est musicien, ça doit vraiment être intéressant de faire un parallèle, tu vois, entre Oui, les deux. Mais si on revient sur cette notion d'initiatique dans la manière dont tu l'abordes juste maintenant, il y a cette idée donc de la possibilité de sortir de la répétition et de créer quelque chose de nouveau et d'apporter quelque chose de nouveau. Mais du coup, il me semble, alors tu me dis comment tu vois les choses, mais il y a le tarot en tant que chemin initiatique proposé, pratiquement ordonné quelque part, selon les agencements qu'on choisit, hein, parce oui, qu'on oui, oui. étudie. Et après, il y a effectivement ces cartes, les cartes dans leur vibration individuelle, quelque part, qui viennent chacune signifier quelque chose. Et bien évidemment que ce chemin, personne ne le suit, ne le suit dans l'ordre logique. Enfin, très peu d'entre Oui. nous, j'ai l'impression. Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que, hop, on rentre par là, on rentre par, enfin, on n'est pas dans cet ordre finalement. On est dans un Hmm. désordre dans ce qu'on rencontre de l'expérience initiatique et c'est un peu on a le chemin théorique, tu vois, le Oui, chemin sur le plan mythique, j'ai envie de dire, et oui. après il y a la réalité de nos vies. Mhm. Et que là, on est dans cette possibilité dont tu parles de transformer. Oui. Alors, euh, ce qui, euh, ce qui me vient avec ce que tu dis, c'est que aussi, on peut aussi utiliser une métaphore musicale que j'aime beaucoup, et c'est l'orchestre. Et souvent, comme tu dis, dans notre vie, c'est chaotique. On, on pense une chose, mais on ressent une autre, après on fait une autre chose et on dit une autre chose. Donc on est divisé. Et ça, c'est l'état naturel, mécanique de l'être humain quand il ne prend pas conscience de ses possibilités, quand il ne prend pas conscience de l'aspect, on va dire, aussi spirituel de l'être humain. Et dans cet état de division, et dans les tarots, on a les arcanes mineurs pour illustrer un peu ça. On a, en gros, dans les structures internes du tarot, on va dire qu'on a quatre centres. Et chaque centre représenté par une famille d'arcanes mineurs. Donc, on a les épées qui renvoient au monde intellectuel, au monde de la pensée. On a les coupes qui nous renvoient au monde des émotions, du cœur. On a les deniers qui nous parlent du monde matériel, du corps. Et on a les bâtons qui nous parlent du centre vital, du centre sexuel créatif. Des... Moi, j'aime bien le voir comme la libido dans le sens jungien, qui est l'énergie vitale qu'on a à notre disposition, on va dire. Et l'énergie vitale qui nous traverse. Et sauf que au début du chemin, toutes ces énergies sont mélangées à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nos pensées sont mélangées à nos désirs et à nos émotions et à nos besoins. Et c'est pour ça que à chaque nouvel an qu'on fait nos vœux et on fait nos objectifs de l'année,
Et peut-être euh, qu'on va accomplir un à la moitié parce que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait n'est pas en accord. Nos parts sont en désaccord, Mhm. sont pas en harmonie. Et donc, c'est là que j'aime bien utiliser la métaphore, l'image de l'orchestre, où on peut penser que chaque famille d'arcanes mineurs ou chaque centre de l'être humain, c'est comme une famille d'instruments. Et donc, on a les violons, les cordes, on a les vents, on a les percussions, on a les cuivres. Et lorsqu'on veut jouer une musique, tous jouent des musiques différentes. Et donc, à l'intérieur, c'est la cacophonie, c'est le désordre, c'est le chaos. Il n'y a pas de mélodie. Il n'y a pas de mélodie, exactement. Et donc, peu à peu, avec ce travail de connaissance de soi, avec ce travail de découverte intérieure, on va aussi découvrir les chefs d'orchestre. Le chef d'orchestre qui va donner aussi la note La, qui est la note à travers laquelle les différents centres s'accordent. Et pour, au début, essayer de jouer un petit fragment des chansons tous ensemble. Et, mais l'idéal, c'est de pouvoir euh, danser, jouer cette symphonie et danser. Et c'est ça qui représente la carte du monde. C'est l'être accompli. L'être accompli dans ces quatre dimensions, dans ces cinq dimensions, on va dire. Donc c'est ça l'image qui me vient avec ce que tu dis. Mhm. C'est beau, c'est très beau comme image. C'est très illustratif, hein. Je pense qu'on voit bien du coup de Hmm. quoi il est question. Euh, et ces centres, oui, c'est presque les moyens finalement, enfin, les moyens d'entrer en dialogue avec ces différents centres pour effectuer ce parcours, hein, ce parcours qui va du un au 21. Mhm. Et dans ce que tu dis, parce que moi, ce qui me questionne, entre guillemets, aussi un petit peu, euh, c'est que on va parler peut-être un peu plus en détail du terme de psyché. J'aimerais bien, puisque c'est le nom de ton, enfin, c'est le nom que tu as choisi. Et puis, il y a Oui, plusieurs couches aussi dans l'idée de psyché. Et ça va nous ramener aussi, passons par là d'abord, puisque ça va nous ramener à très l'idée de bien. Jung et Ok. aussi quelle est la notion de spirituel peut-être chez Jung et dans la psychologie qui n'est pas forcément la même ailleurs. Ça va nous donner Oui, aussi des indications sur ce qu'on entend par spirituel, il me semble. ok, très bien. Ok. Oui. Donc moi, ma première question, c'était pourquoi ce nom et Mhm. est-ce qu'il y a un lien avec le mythe? Comment ce nom du tarot de Psyché te vient? Ah. Et Donc est-ce qu'il y a quelque avec chose, le mythe des héros et psyché. oui, ou pas du Ok, tout, ou ça vient ok, d'ailleurs? ok. Alors, le nom vient parce que le mot psyché, ou bon, en grec ancien c'est psyché, mais je pense en français on dit On dit psyché. psyché, je crois. Moi, je dis toujours psyché, mais c'est psyché. Et, c'est un mot qui veut dire âme. Donc, en gros, c'est le tarot, le tarot de l'âme. Et est-ce qu'il y a un lien avec les mythes Eros et Psyché? Oui, dans le sens où je pensais quand j'ai trouvé ce nom pour ce projet, le tarot des psychés, j'ai trouvé ça une belle image d'imaginer Psyché avec un tarot. Et là, mais dans un, et aussi dans un point de vue symbolique aussi, c'est l'âme avec son tarot. Mhm, Et, et, et donc, pourquoi cet aspect psychique est important? Je pense qu'on est dans une époque, bon, on est dans une époque de crise. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Mais en gros, on vient de 4 siècles d'un rationalisme et d'un excès d'intellect, d'un excès de rationalisme, d'un excès de matérialisme philosophique. Et on est arrivé au bout. Et là, à cet endroit-là, on redécouvre l'âme. Je pense que
ce qui se passe aujourd'hui et dans et, euh, plusieurs mouvements de la société, c'est redécouverte de l'aspect psychique que, que le rationalisme et le matérialisme et le monde scientifique, c'est très bien pour certaines choses, mais ils sont pas les réponses les plus importantes, on va dire, pour ce qui concerne le sens de l'être humain. Parce que ce qui se passe, c'est on est en crise de sens. On est en crise de sens au niveau du travail, on est en crise de sens au niveau des relations, on est en crise de sens au niveau du chemin de vie. Et, euh, et donc, je pense que à cet endroit, c'est très important de retrouver la dimension psychique de l'être humain. Et quand Euh, tu dis bah, bah, psychique, pardon, mais quand tu dis psychique, on est bien d'accord qu'on n'entend pas psychique juste dans le sens psychologique et du coup dans ton approche scientifique, de nouveau, exclusivement scientifique. Exactement, oui. Non, c'est au-delà de l'aspect rationaliste ou de l'aspect, on va dire, juste scientifique ou juste Donc là, tu matérialiste. reviens à la notion quand tu dis monde psychique, c'est ce monde de l'âme et donc du coup, il y a de nouveau cette dimension Oui. Dans, spirituelle. oui, et alors, il y a une différence quand même entre l'âme et l'esprit dans la conception, bah, dans différentes traditions spirituelles et dans différentes religions. Il y a cette division de l'être humain en trois, en soma, psyché et pneuma, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Mhm. Et mm, sauf que dans notre monde, on a divisé juste le corps et l'âme-esprit mélangés. Donc, ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'il y a une dualité, il n'y a même pas la trinité complète, il y a juste une sorte de lutte entre deux aspects. Il y a juste un antagonisme. Il y a juste un antagonisme. Oui, exactement. Et aussi un mélange entre ce qui est du monde spirituel et du monde psychique. Et la psyché, c'est une dimension qui est entre la dimension matérielle ou la dimension corporelle et la dimension spirituelle. Donc c'est un pont. L'âme est un pont entre ces deux mondes. Et, euh, et pour moi, beaucoup, la- beaucoup de travail que je fais avec le tarot, euh, est dans cet endroit où l'âme, quelque part, je pense qu'il y a ce travail d'accordage, ce travail de mettre en accord ces différents parts qui sont en division. Je veux dire que beaucoup de travail, c'est un travail psychique. Qui pourrait être un travail psychologique, qui pourrait être un travail thérapeutique aussi. Mhm. Et donc, c'est un travail à travers lequel on commence à mettre en accord les différentes parts, à travers lesquels on commence à mettre en dialogue, à se mettre à dialoguer, à créer des dialogues entre ces différentes parts de nous-mêmes, et afin de à la fois s'incarner dans ce monde, mais aussi d'être ouvert, de s'ouvrir à la dimension spirituelle. Mhm. Et Et donc, quand tu as pris ce nom, il y avait déjà, ou il y avait cette volonté, ou en tout cas cette conscience de dire, voilà, là, le travail à faire avec le tarot, le travail que moi j'ai envie de faire en tout cas avec le tarot, c'est ce travail-là, c'est-à-dire considérer le tarot comme cet outil qui peut nous aider à travailler sur l'âme en tant que pont et qu'agent organisateur quelque part. oui, et c'est quelque chose je pense qu'à à l'époque, il y avait la graine, et, et c'est aussi quelque chose qui continue à se développer et à travers, avec mon travail, avec ce que je fais. C'est pas, on va dire, c'est pas des principes qui restent depuis le début, c'est comme une question qui est ouverte et qui continue à se développer avec les années. Mais de toute façon, je crois hein, que quand on est dans
dans ce travail quand même intensif avec le tarot, enfin, qu'on soit professionnel ou pas forcément professionnel, mais en tout cas qu'on en a une pratique régulière, il y a toujours des transformations, même dans la relation qu'on entretient avec le tarot, dans les croyances Oui, qu'on a vis-à-vis du tarot au moment où on l'apprend et quelques années après, il y en aura encore sans doute dans quelques années, ça reste, c'est quelque chose qui est vivant, j'ai l'impression. Euh, oui, et alors sinon c'est un peu triste parce que là c'est vraiment qu'on rentre de nouveau dans un espèce de truc qui vient figer en fait le tarot. Euh, exactement, ouais. hein. Exactement, ouais. Mhm. Et puis, on passe par ces transformations. Toi, quelles seraient les transformations, les évolutions, les changements principaux, par exemple, que tu pourrais constater entre le Gérardo des débuts qui fait ses expérimentations avec son jeu espagnol, par exemple, et ton travail aujourd'hui? Mhm. Et qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce qui a changé surtout peut-être? Pour moi, c'était beaucoup un travail de centre et des découvertes du centre émotionnel, matériel, un travail d'incarnation, on va dire. Et Du haut vers le bas, du coup. d'appliquer, d'appliquer, expérimenter les concepts que j'avais un peu saisis d'une façon intellectuelle, mais qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on connaît si on ne fait pas l'expérimentation. Donc, c'était beaucoup un travail à la fois émotionnel, à la fois de deuil, à la fois de pratique, d'expérience et d'oser faire le pas vers l'autre, vers le monde. Donc, ça, c'était une des grandes transformations, on va dire. Et, euh, et je pense que par sa qualité, parce que le tarot à la base, c'est un jeu. Et en tant que jeu, il y a quelque chose de très créatif. Le jeu, en tant qu'être humain, quand on est en mode des jeux, c'est un mode très riche. C'est un mode où on est complètement impliqué. Et, euh, et c'est, et le jeu, c'est quelque chose de très mystérieux aussi parce que un jeu a des règles, mais c'est pas juste, mais c'est pas une recette. Ce n'est pas on n'est pas figé dans un cadre. Mais si on accepte certaines règles, on peut jouer et on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans, euh, sans cette base, on va dire. Et, euh, et en tant que jeu, ça réveille les possibilités intrinsèques de l'être humain, je veux dire. Et donc, je pense que plus on dialogue avec le tarot et plus on... Parce qu'on a toujours des questionnements. On a toujours de nouvelles questions qui arrivent, on a toujours des nouvelles problématiques qu'on n'avait pas vues, on a toujours des nouvelles choses qui arrivent dans nos vies. Et tant qu'on fait le travail de se questionner, de poser une question, et donc dans mon cas, de poser une question au tarot, et le tarot, par cette qualité de ludique, on va dire, va toujours trouver un moyen de renouveler le point de vue du mental, quoi. La réponse, quelque Oui. part. Et une réponse toujours neuve, toujours Ouais. créatrice, tu vois. Oui. Oui, donc à la fois on est garder garder cette dimension. Alors parce que quand tu dis jeu, on pourrait rentrer carrément là dans, dans, dans tout ce que ça implique, le mot jeu, tu vois, avec aussi l'idée de hasard, avec l'idée enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le jeu de diversion, de plaisir aussi. Donc, Oui, mais il y a quelque chose ben, ça faisait partie des questions aussi que j'avais envie de te poser parce que tu témoignes quand même d'un passage, à la fois quelque chose qu'on constate sur le plan de la société, c'est-à-dire on arrive au bout du rationalisme.
toi-même, tu témoignes quand même tu témoignes d'un cheminement personnel où le rationalisme a été assez important dans ta formation, puis progressivement, sans qu'il disparaisse, hein, mais il laisse place à d'autres choses. Mhm. Euh, et notamment à des choses peut-être plus légères aussi, puisque la vie dans ses épreuves et dans son côté initiatique et problématique, il y a aussi sans doute un travail d'amener de la légèreté dans tout Oui. ça. Comment on traverse tout ça sans être dans le drame constamment. Mhm. Euh, mais du coup, est-ce que tu penses que le tarot, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en se détachant complètement? Parce que d'un côté, il y a cette position qui dit, il y a un travail quand même de conscience, de conscientisation, il y a un travail analytique à partir de ce que je vois, de comprendre quels sont les messages, quelles sont les réponses, etc. Donc tout Oui. ça, c'est quand même un exercice intellectuel, hein. Puis le travail analytique, c'est une capacité cognitive en fait. Il y a comment j'apprends le tarot dans son sens, je l'étudie. Et puis, il y a tout ce que tu dis d'autre qui est comment je le vis de manière créative, comment j'arrive à l'interpréter, comment je joue. Euh, Mhm. Comment on fait la part des choses entre tout ça? Est-ce que tu penses qu'on peut aborder le tarot, par exemple? Enfin, est-ce que tu penses que toute cette dimension rationnelle, elle est forcément nécessaire lorsqu'on veut entrer en relation avec le tarot? Ou est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, hum, ça dépend de ce qu'on veut dire par rationnel. Mais je pense qu'il y a une place pour l'envie de connaissance. Il y a une place pour l'envie de compréhension, de comprendre. Et, mais c'est juste une des dimensions. Et, le monde intellectuel peut être très riche si il est en service de l'être. Mais si l'intellect devient un mécanisme de défense pour ne pas, ne- pour s'empêcher de vivre, et comme une substitution de la vie, on va dire, bon, ça c'est, on est dans une névrose, je dirais. Et Mhm. idéalement, on veut, et, euh, on veut apprendre, on veut connaître le tarot aussi avec les quatre dimensions, les quatre centres. Et, euh, et je pense que, et ce qui est dommage dans notre société, c'est que on a privilégié juste un aspect de l'existence en dépit des autres aspects. Et qu'aujourd'hui, si on veut être, par exemple, les gens qui veulent être cinéastes vont étudier le cinéma à l'école. Et en France, au lieu de devenir cinéaste, ils deviennent des critiques de cinéma. Parce qu'ils vont l'étudier d'une façon académique et intellectuelle. Ou parce qu'ils vont pas activer les centres créatifs et les centres Exactement. émotionnels qui font qu'on arrive aussi à produire des... Exactement. Et au lieu, pour faire, euh, au lieu d'apprendre à faire des films, au lieu d'apprendre à créer, il s'apprend à critiquer ou il s'apprend à analyser, il s'apprend à décortiquer. Voilà. Oui. Donc, il y a une place pour l'intellect? Oui. À condition que cet intellect soit au service de la vie. Oui. Donc, quelque part, si on veut apprendre le tarot ou si on veut développer notre relation avec le tarot, si on veut développer aussi ce travail de connaissance de soi, il faudrait rester vigilant vis-à-vis du fait de... Alors, il y a sans doute une voie d'entrée qui va être un des centres, mais il faudrait sans doute être vigilant vis-à-vis du fait de, quelle que soit la voie d'entrée, ne pas rester bloqué dans cette voie d'entrée. C'est quelque chose Oui. comme ça, en fait, que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une circulation dans les quatre centres. On Le- a, oui, on a tous une tendance primaire. On a tous une tendance primaire, mais justement, à travers le tarot, on peut connaître nos autres Ouais, parties. ouais. Donc, lorsqu'on rentre en contact avec le tarot, on va commencer à développer les autres parts. Et si on a une tendance hyper intellectuelle, on va mettre ça à l'épreuve dans le monde émotionnel. Et si on a une tendance hyper émotionnelle et à chaque fois qu'on a un tirage, on voit pas clair parce qu'on est en train de projeter nos situations et on est très émotionnel, bah, on va mettre ça aussi à l'épreuve
on a du temps de la clarté et l'intellect, on va dire. Mm, 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 mm. Et, euh, et donc, idéalement, on veut, bien sûr qu'on va avoir toujours une prédilection ou un moyen avec lequel on comprend mieux, mais, euh, mais souvent, cette voie ou ce moyen primaire a tendance à devenir aussi un mécanisme de défense qui nous empêche de voir le reste. Et dans la psychologie de profondeur, et ce qu'on appelle l'ombre, c'est ce qui est, ce qui n'est pas conscient. Donc, on est souvent conscient juste de cette tendance primaire, on va dire, et on laisse dans l'obscurité ce qui n'est pas, ce qui n'est pas cessible par cette partie primaire, on va dire. Ce qui n'est, dans les cas de l'intellect, on va dire, ce qui n'est pas cessible par l'intellect. Mhm. Et, et donc, on se coupe des morceaux de nous-mêmes. On commence à créer vraiment des divisions. Et le tarot, idéalement, devient un miroir qui nous permet de rétablir la relation avec cette part d'ombre. D'aller De... amener de la lumière sur ces parts-là qui sont justement non accessibles consciemment par un travail. Exactement. Ouais. Oui, oui. Qui est le Et même principe de l'interprétation des rêves ou d'un travail psychothérapeutique classique aussi, à oui, on cet est vraiment dans endroit-là. le champ de la thérapeutique en fait. Oui. On est vraiment dans le champ. Et moi, ce qui attire mon attention, là aussi dans ce que tu dis au niveau de la psychologie des profondeurs, c'est que quand même, par exemple, si on prend par rapport à l'idée de psyché dans son sens originel et étymologique, où là on est vraiment sur cette idée, comme tu disais, un d'âme ou de souffle de vie, d'élan vital. Oui, souffle de vie. Chez Jung, dans l'idée de psyché, on est sur l'idée d'un système quand même, parce que la Mhm. psyché chez Jung, c'est le conscient et l'inconscient dans ces deux dimensions, personnelle et Oui, collective. Et donc, il y a cette idée de système qui fonctionne et qui est en mouvement constant et de ces parties qui dialoguent entre elles dans la psychologie des profondeurs. Mhm. Et le tarot de Marseille, c'est aussi un système. Oui, complètement, complètement. Et on pourrait dire que le tarot de Marseille est un miroir de la psyché, est un miroir nous montre un peu la cartographie de la psyché. Et c'est pour ça juste en observant la carte du monde, on peut utiliser la carte du monde comme un mandala comme pour une pratique de méditation. Et ça va créer de l'ordre à l'intérieur de soi-même, juste le fait de l'observer. Parce que à l'intérieur de cette carte, ou la structure même de cette carte, c'est un miroir de l'âme qui est ordonné, on va dire. Hmm. Donc de regarder dans cette carte ou de méditer sur cette carte qui est un peu le point final, enfin l'objectif finalement de toute incarnation. Mhm. Euh, Déjà ça, il y a quelque chose de thérapeutique en fait dans cette action-là. Moi, je pense, oui. Ok. Et ça, du coup, on pourrait le retranscrire à différents niveaux. C'est-à-dire que c'est l'idée que si je travaille avec une carte de tarot, par exemple, vis-à-vis d'un besoin ou de quelque chose que je traverse, en créant ce lien méditatif ou une manière de connecter à la carte, forcément, je vais activer quelque chose aussi dans la pratique à l'intérieur de moi-même. Ou pas? Oui, Oui. complètement. Oui, il y a cet aspect dans le tarot. Et, donc, On le est plus tarot dans de... la magie, du coup, on est vraiment plus dans la pratique magique. Enfin, la Ah, pratique. je ne sais pas si je dirais si j'utiliserais le mot magie, mais une façon de le voir de ce point de vue, on va dire, psychique, ou de point de vue de la psychologie de profondeur. Le tarot de Marseille, euh, parce que c'est un tarot à la fois anonyme et collectif et qui s'est développé de façon organique. Donc, le tarot de Marseille n'a pas un auteur spécifique et c'est plus ça s'est développé à travers toute une génération d'artisans, d'artistes, et des gens qui jouaient aux cartes, en fait. Et
grâce à ces qualités, le tarot, le tarot de Marseille en spécifique, je veux dire, il émerge de l'inconscient collectif. Il touche cette couche de l'inconscient collectif. Et qu'est-ce que c- et donc ça permet de faire de. C'est pour ça que c'est un tarot beaucoup plus neutre. C'est un tarot beaucoup plus neutre que les Rider-Waite ou que les tarots plus modernes. Et, et cette neutralité, elle est, elle est quelque chose de souhaitable pour faire ce travail, justement. Mm. Et c'est ça qui permet de vraiment pouvoir se refléter d'une façon plus claire. Et, euh, et donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'on médite sur une seule carte du tarot, comment est-ce que quel est le mécanisme, quelle est la dynamique qu'il pourrait avoir derrière? Dans les structures de la psyché telles que Jung l'a développée, on peut parler de trois niveaux de la psyché. Le niveau du moi conscient ou de l'ego, et puis en bas l'inconscient personnel, qui est l'inconscient classique freudien, là où on a tous une histoire personnelle, des souvenirs, des désirs réprimés, des émotions, des, des rêves, etc., etc. Puis en bas, cette couche que Jung a appelée l'inconscient collectif, est, qui est universel, qu'on partage tous en tant qu'être humain. Qui abrite les archétypes d'ailleurs, enfin, qui serait Exactement. la plus archétypale finalement. C'est la couche archétypale. Que les archétypes, c'est, on va dire, les noyaux d'énergie qui donnent du sens à l'expérience humaine. Et le tarot de Marseille en spécifique, on peut dire qu'il est fait des représentations archétypales. C'est pas des archétypes en soi, mais c'est des représentations archétypales. Et, et donc, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on peut voir ça dans un tirage ou dans un travail de méditation avec une carte? Si on prend l'exemple d'un consultant qui vient consulter parce qu'il a des problèmes avec son travail, il n'arrive pas à décoller, il n'arrive pas à construire quelque chose de solide. Et imaginons qu'il tire la carte de l'empereur comme réponse. Et en, et en parlant avec ce consultant, peut-être que il va projeter sur cette figure un père qui n'était pas là, par exemple, qui n'a pas qui n'a pas été assez présent, qui n'a pas été là pour lui, qui n'a pas pu transmettre le euh, on va dire, les principes paternels et la dynamique paternelle. Et on peut penser que ces consultants, au niveau de l'inconscient personnel, il a une blessure de père absent. Et, et donc, si je viens dans la symbolique du tarot, l'empereur, c'est le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'individuation, qui nous parle d'indépendance, d'autonomie. C'est les principes des responsabilités de travail dans le monde. Et donc, cette personne peut se trouver en relation de blessure avec ces principes de l'empereur et par son histoire personnelle avec son père. Mais il peut aller chercher dans l'inconscient collectif, et c'est là que le tarot devient un allié, et que l'empereur, au lieu de représenter une blessure, peut commencer peu à peu à devenir un allié. Comment? En, en méditant sur les qualités de l'empereur. Et peut-être en se reliant dans ce cas, des hommes qui portent en eux les qualités de cette carte, par exemple. Et donc, ça, c'est un travail où on fait un pont
entre l'ego, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Mm, mm, mm. Et est-ce que ça répond à la question? Complètement. Ok, ok. Dans ce que tu dis là, moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est que tu vois, souvent dans les tirages, on est sur des modèles où on va regarder, on a tendance à quand même tirer plusieurs cartes et c'est intéressant de travailler comme ça, hein. On va voir bon, bah, où se situe la difficulté et puis parfois on va tirer d'autres cartes pour aller chercher du conseil, aller chercher de l'orientation. Enfin, on les pense souvent en dialogue, les cartes, et pas forcément dans leur vibration individuelle. Oui, Mais là, dans ce que tu es en train de dire, par exemple, c'est que dans une carte, dans la même carte, finalement, eh bien, on peut déceler la problématique, l'ombre, entre guillemets, mais aussi dans la même carte, forcément, on va trouver la solution dans la même carte et pas dans une autre carte. Enfin, forcément. oui, Tu vois, comme il y a cette double dimension ombre-lumière, oui. du coup, tu n'as pas besoin forcément d'aller piocher dans une autre partie du chemin, si ce n'est à l'intérieur même de l'énergie de la carte pour venir apporter de la guérison. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça dépend des stratégies de lecture qu'on va utiliser dans des situations spécifiques. Bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait. Je pense que on a tendance, surtout quand on commence avec le tarot, à utiliser beaucoup, beaucoup de cartes. Et on veut faire des lectures de 10 cartes, de 15 cartes. Et souvent, une seule carte est tellement puissante qu'on peut vraiment trouver une réponse très, très, très profonde juste en utilisant une seule carte. Et aussi, comme tu dis, chaque carte a une polarité. Et moi, j'aime bien parler de stagnant et fluide, qui sont des termes qui sont utilisés par Marianne Costa. Et surtout Alors, en ce moment, lui, le premier, c'est quoi? stagnant. Ok, stagnant. Stagnant ou fluide. Et une carte stagnante, c'est parce que on peut parler d'un schéma numérologique aussi dans le tarot de Marseille. Et on peut utiliser une base décimale qui va de 1 à 10 et chaque carte va être en résonance avec un de ces 10 niveaux. Et une carte, euh, une carte stagnante, c'est une carte qui refuse de passer au prochain niveau. C'est une carte qui bloque un peu, qui bloque le flux naturel de l'énergie vitale et qui devient problématique parce qu'il refuse de passer à une autre chose. Une carte fluide, c'est celle qui accepte de s'incarner, de prendre le rôle qu'il doit prendre et, au moment donné, passer à un autre niveau. Un exemple pourrait être le passage de 2 à 3. Les deux représentent la gestation, représentent là où on s'est nourri, où on va étudier les choses, où on va se préparer, on se prépare, on se prépare. Et parfois, on a du mal à passer au 3. Donc, on devient, on va dire, une papesse stagnante parce qu'on n'ose pas passer à l'action. On ne se sent jamais prêt et donc on a du mal à passer à. Parce qu'on peut le voir comme une graine qui veut germiner, qui veut sortir de la terre, mais on va tellement les donner de l'eau qu'on va les noyer. Mm. Donc ça serait un deux stagnant, par exemple. Donc, partie du travail, euh, c'est aussi d'observer nos tendances qui sont stagnantes, afin d'ouvrir le chemin et de se mettre en accord avec la vie aussi. Parce que c'est pas juste s'accorder soi-même, parce que si on reste là, ça devient juste quelque chose de très égocentrique ou Bien sûr. égocentré, mais c'est aussi de cet accord intérieur, l'amener à l'extérieur et s'accorder avec ce que la vie nous demande. On va dire. Et s'accorder avec le monde, avec les autres, dans la relation aussi. Et c'est là que je veux dire c'est là, je dirais que l'aspect spirituel devient plus évident.
Parce que dans l'aspect spirituel, tu vas avoir aussi la double dimension. Tu vas avoir la dimension immanente et la dimension transcendante, tu vois. C'est-à-dire qu'est-ce qui relève de moi, du divin en moi, et qu'est-ce qui relève à un moment, moi je dis divin, mais quelqu'un mettra un autre mot à la place, mais qu'est-ce qui relève de l'intervention spirituelle à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est forcément à l'intérieur, ou est-ce qu'à un moment, il y a des événements extérieurs qui viennent bouleverser l'intérieur? Moi, je pense, enfin, il me semble que justement le danger, tu vois, quand tu parles de ce travail spirituel et de cette importance de se relier, Oui, aussi de se dire que on n'est pas seulement, et c'est aussi les limites, je crois, du travail psychologique, c'est-à-dire il y a toute cette volonté de travailler sur soi, de connaissance, d'aller se confronter à l'ombre, à nos limites, à nos forces stagnantes, etc. Mais à un moment, il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, et c'est pas que du domaine de l'inconscient, c'est aussi du domaine de ce qui est plus grand que nous, il me semble. exact, complètement, complètement. Il y a, et c'est pour ça qu'une de mes cartes euh, préférées ou qui résonne le plus en ce moment avec moi, c'est la Maison de Dieu, qui parle justement de ça, de, des limites de la volonté. Et pour moi, c'est une carte qui parle de la foi, parce que une façon de voir ça, c'est que quand on n'a pas la foi, c'est se sentir plus intelligent que la vie. Pourquoi? Parce qu'on veut tout contrôler, parce qu'on veut tout faire à notre façon. Et donc, on ne donne pas la place à quelque chose d'autre de agir dans notre vie. Et donc, une comment on dit, la foi nécessite une forme d'humilité. C'est pour ça aussi que les êtres humains ici tombent, ces deux hommes tombent, et ils touchent la terre de ses mains. Humilité, dans l'étymologie du mot humilité, il y a humus, et humus, c'est la terre. Donc on touche la terre. Et c'est toucher la terre, c'est aussi accepter que on n'est pas tout puissant et que, et que, et que la vie est plus intelligente que nous et que partie de ce travail aussi intérieur, c'est mettre en service de la vie, dans le sens où comment devenir collaborateur de la vie. Mm. Ça, il me semble, dans l'école de Gurdjieff, on l'articule de cette façon. Et, et donc, collaborer avec la vie, c'est aussi, il y a une forme pour moi, c'est ça qui représente l'image de cette carte, tu vois. Complètement, là, tu as vraiment la notion d'humilité, mais tu le retrouves aussi dans d'autres cartes du tarot. On a quand même cette double dimension dans le tarot aussi, active, réceptive, entre guillemets. Il me semble que c'est un jeu où il y a aussi beaucoup de cartes qui nous invitent à la non-action, finalement. En tout cas, tu vois, à une action qui soit pas une action, visible, directe, manifeste. Oui, oui, complètement. Mais là, c'est cette dualité euh, entre une action qu'on peut dire comme externe et une action et une réceptivité qui est quand même une façon d'agir intérieurement. Hmm. Parce que pour ne pas tomber dans la réaction, on va dire, pour ne pas tomber dans une réaction émotionnelle, il nous faut beaucoup de papesses, par exemple, ou beaucoup de reines de coupe, reines de paix, tu vois, qui n'est pas un manque d'action, mais c'est une action qui est tournée vers l'intérieur, une, une contention, un travail d'attention, on va dire. Tandis qu'il n'y a plus du tout de travail quelque part. Enfin, pas qu'il n'y a plus du tout de travail, mais que dans la maison de Dieu, il y a un effondrement Oui, il y a un positif de cette tentative-là, telle qu'elle soit, en fait. exactement, il y a un lâcher-prise complète, que ce Ok. soit d'une action extérieure, que ce soit d'une action intérieure. Oui. Et au niveau de, parce que quand même, on parle beaucoup là de, donc de psychologie de profondeur, de thérapeutique, hein,
de tout ce que ça peut amener aussi de mieux être, hein, parce que c'est dans cette idée, il y a aussi l'idée d'être plus heureux, d'être mieux avec soi, de mieux se connaître, tout ça. Euh, pour toi, le tarologue est un thérapeute, enfin, comment tu le qualifierais, ou dans sa proximité, par exemple, avec le travail plus psychologique, ou de psychologue, ou de psychanalyste, par exemple, de psychothérapie. Là, la Et, pratique du tarot est une forme de psychothérapie pour toi? c'est une question très très intéressante. Et je dirais que chaque tarologue, on va dire, a sa propre relation avec le tarot. Il y a une possibilité de l'utiliser tout à fait dans l'aspect psychothérapeutique. Je dirais que oui, qu'il a en place et qu'aujourd'hui, surtout dans le monde de la psychologie jungienne, par exemple, on utilise de plus en plus des outils comme le tarot, l'astrologie ou l'I Ching au sein et, bah, de thérapies avec dans la relation thérapeutique, on va dire. Mais dans ce sens-là, ça voudrait dire, dans ce que j'entends hein, de ce que tu me dis, c'est que dans le monde de la thérapie, on utilise le tarot. Hein, dans le monde, par exemple, de la psychologie jungienne, on peut se servir du tarot pour Mhm. aller dans, dans le sens de la thérapie. Oui, Mais de ce fait, c'est choisir le tarot et l'orienter vers la dimension thérapeutique, faire le choix quelque part de prendre oui, les enseignements thérapeutiques. Ce qui ne serait pas forcément le cas quand on se positionne en tant que tarologue, entre guillemets. Est-ce qu'on a oui. plus de liberté finalement? On n'a pas plus de liberté en tant que tarologue d'aller explorer comment je l'utilise le tarot Oui, dans l'accompagnement que je propose, tu vois? je pense que le tarot, c'est un outil euh, très, qui a cette qualité aussi d'humilité quelque part et qui à la fois peut se laisse à être utilisé dans beaucoup de types de pratiques différentes, tu vois. Donc, il peut être utilisé comme un jeu, il peut être utilisé comme un outil de coaching, il peut être utilisé comme un outil de thérapie, il peut être utilisé comme un outil de méditation, de contemplation, et il peut être utilisé comme des supports créatifs, comme des supports pour écrire, des narrations, comme support pour dialoguer avec ses rêves, et, etc., etc., tu vois. C'est infini, ouais, la pratique. On peut en avoir. Et toi, dans ta pratique à toi, il y a une différence entre la pratique personnelle que tu en as et la pratique que tu en as en accompagnement? Oui, je pense qu'il y a toujours une différence, oui. Et et que forcément, il y a quelque chose qui reste du domaine personnel quand j'utilise le tarot pour moi-même. Et, mais par exemple, dans mon enseignement, je livre tout ce que je... euh, mais tous mes recherches et tout ce que je trouve dans ma relation avec le tarot, j'essaye quand c'est pertinent de le partager et de le transmettre si on me le demande. Voilà. Et dans ta pratique de consultation, on va dire, Oui. plutôt, comment tu la définirais, cette pratique de consultation? Si tu pouvais la définir, hein, parce que définir, forcément, c'est limité. Euh, Enfin, mais dans la tentative qui est la tienne. Et puis après, même là, tu vois, c'est aussi quelle est la place, quelle est la relation en fait entre le tarologue et alors, les consultants, parce qu'il n'y a pas qu'un consultant, il y a des profils. Mais mhm. toi, comment tu vois ou tu envisages cette relation? Parce qu'il y a des gens qui, bon, j'imagine que c'est pas ton cas, te connaissant un peu, mais tu as des gens qui vont envisager cette relation de manière très verticale, tu vois. Comme moi, je sais parce que je lis les cartes et je viens t'apporter des réponses. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans une horizontalité. J'ai l'impression que c'est plus ton cas, mais peut-être pas. Et puis même dans cette horizontalité, j'imagine qu'il y a il y a des nuances. Oui. Alors, il y a plusieurs façons. Non, il y a plusieurs façons qui me viennent de répondre à cette question. Une, c'est que à la base,
à la base, le tarot, c'est un langage symbolique. Et, euh, et un des rôles de tarologue, on va dire, c'est de traduire, d'être un traducteur. Et, euh, et donc, je dirais que j'essaye d'être un simple traducteur à la base, au début d'une consultation, d'être le plus neutre possible, afin que la personne, euh, qu'il y ait une sorte de connexion entre la personne et des aspects inconnus d'elle-même. Et bien sûr que, en fonction de la personne que j'ai en face, il y a plusieurs types de rôles que je peux incarner, tu vois. Et chaque personne a une histoire différente, chaque consultation est un peu différente. Parfois, la réponse va aller plus, on va dire, du monde de la psyché vers le monde matériel, et où la personne va avoir besoin d'outils concrets pour mettre en pratique dans sa vie, d'installer certaines et modes de fonctionnement, modes d'action, des outils concrets, on va dire, qui peuvent l'aider dans son quotidien. Mais d'autres fois, la réponse peut être aussi tournée vers l'aspect spirituel de la verticalité. Et donc, peut être plus une sorte de prise de conscience, plus une sorte et, des, et remise en relation avec quelque chose de plus grand. Et ça peut varier beaucoup. Mais, euh, mais j'essaie d'être le plus possible à l'écoute du besoin de l'autre et de la réponse du tarot. À chaque fois, c'est étonnant parce que, comme on disait, c'est un jeu et, euh, et on ne connaît pas la réponse en avance. Et quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que tu navigues toi-même dans ces quatre centres en fonction des énergies qu'il y a face à toi. Complètement, complètement. Et je pense que c'est aussi partie du rôle du thérapeute, on va dire, afin de pouvoir être le plus neutre possible. On, Parfois, je peux voir qu'il y a une sorte de mécanisme de compensation qui s'installe au sein d'une lecture. C'est-à-dire que si la personne est très dans l'intellect, la lecture va avoir tendance à être plus dans l'émotion, ou plus dans l'aspect pratique. Si la personne est très est plutôt dans un sorte de questionnement émotionnel et une sorte de boucle émotionnelle, souvent, par presque de façon naturelle, je vais me placer soit dans l'aspect intellectuel ou dans l'aspect matériel ou dans l'aspect plus de l'énergie vitale en fonction de ce qui arrive. Mais, euh, mais, mais c'est toujours, je pense que c'est aussi ça témoigne de que en tant qu'être humain, on a, on vise cette totalité qui est représentée par la carte du monde, on va dire. Et que, et que lorsqu'on est posé d'une façon rigide dans un endroit, on va avoir tendance à faire appel au contraire de l'autre côté. Ça, en tant que force équilibrante, hein, ce que tu dis Ouais. là, c'est que tu agis presque, tu interviens en tant que force rééquilibrante par rapport à... C'est pas toujours le cas, mais je peux réobserver ça aussi, tu vois. Hmm, Mhm. génial. Oui. Alors, ça fait 1 heure et quart, on a déjà dépassé l'heure. Ok, ok. J'avais encore envie de te demander plein de trucs parce que je pense qu'on pourrait discuter longtemps. On va peut-être pas trop tarder à clôturer la partie entretien pour aussi prendre les questions des participants par la suite. Juste avant qu'on clôture, j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu, et aussi pour les gens qui regarderont éventuellement après en replay, qui connaîtraient pas
qui ne seraient pas encore allés sur ton site ou quoi. Tu nous parles un peu surtout de ta formation, enfin, tu as tes consultations et tu as ta formation. Donc peut-être Oui, quelques mots sur les services ou la formation telle qu'elle est pensée. Comment, voilà, c'est une formation qui dure combien de temps? Il y en a une, il y en a plusieurs, c'est un module, des modules. Enfin, peut-être quelques mots oui. comme ça sur les services que tu proposes. Ok, alors, en ce moment, je donne une formation en ligne, ça s'appelle le tarot des Marseillais en profondeur. C'est une formation qui n'est pas ouverte tout le temps. Et là, en ce moment, on vient de commencer justement un cycle il y a 2 semaines. Et c'est une formation de 9 modules et, et sous forme des sessions de 2 heures sur Zoom. Il y a à la fois l'aspect théorique, mais aussi l'aspect pratique. Et récemment, j'ai créé au sein de ma communauté un espace membre qui est devenu aussi une partie de la formation où les gens euh, qui sont inscrits dans la formation et aussi après et peuvent partager leurs réflexions, leurs tirages, leurs pratiques. Donc l'idée, ça devient un espace vivant d'échange et au sein de cette quête de travail intérieur. Et, euh, et donc, en ces moments où j'ai dans cette formation, et j'ai l'idée C'est toujours aussi. possible de s'inscrire ou pas? Ou c'est trop tard pour cette formation-là qui vient de Pour cette formation, genre, les inscriptions sont déjà fermées. Mais la prochaine fois, je pense que ça va être en 2026, en janvier peut-être. Je Ok. n'ai pas encore la date précise, mais sûrement ça en janvier. Tu vas refaire une session du coup Une bientôt. nouvelle session, oui. Et, et donc, je propose aussi des pratiques, une fois à l'intérieur de la formation, des pratiques plus avancées avec les gens qui ont déjà fait toute la formation. Et, et, et dans la conception que j'ai des, euh, de ce qui va se passer dans les courts termes, c'est aussi de faire des rencontres à Paris et des rencontres peut-être dans d'autres villes de France où il y a les gens de la formation. Donc, parce que l'aspect D'organiser des aussi, rencontres en présentiel entre les oui, des personnes. rencontres en potentiel, parce que l'aspect, justement, dont on parle des 4 centres, et, et on a aujourd'hui, bah, le monde en ligne, c'est très bien, on peut apprendre beaucoup de choses, mais l'aspect incarné, c'est aussi important. Donc, c'est aussi, voilà. C'est la finalité finalement. Là, Oui, c'est un aspect important. ouais, carrément. Oui. Mm. Merci beaucoup Gérardo. Si tu veux rajouter quelque chose pour clôturer, voilà, enfin, je te laisse la parole si tu veux rajouter quelque chose Bah, je pense sur cette. que genre, c'est avant, on va faire des questions après ou Ouais, je vais couper après l'enregistrement là et on va d'accord, passer. Donc d'accord. juste pour finaliser la partie filmée, parce que ça Ok, va. bah juste te remercier de l'invitation et pour tes questions et c'était un échange très riche. Merci, Ilia. Merci à toi. Bonsoir tout le monde, en tout cas aux personnes qui vont assister au replay et nous on continue en direct. Bonsoir.